a plus les premiers dirigeants africains qui sont allés aux États-Unis dans les années 60 ont été tellement reçus comme avec beaucoup de respect. Et Sylvanus en était de ceux-là. Il y a eu Ahidjo, il y a eu beaucoup d'autres, vous allez voir les photos. Et Sylvanus a eu le privilège, ce n'est pas donné à tous les chefs d'État, parce que les Américains sont très rigolos, d'être monté dans le Air Force One avec le vice-président Lyndon Johnson pour retourner, je pense, à Washington. Et c'est l'image que je viens de vous montrer. Et Sylvanus, quand on en parle, il faut que nous sachions que c'est véritablement le seul qui véritablement a payé de sa vie pour le Togo. Il y a eu d'autres que je vais citer tout à l'heure, mais c'est le tout premier véritablement qui allait au sacrifice suprême pour le Togo. Qui allait au sacrifice suprême pour le Togo. En 63, tout le monde sait ce qui s'est passé. Il y a la photo de ceux qui ont organisé le coup d'État, et merci à la technique de la présenter. Et cette photo-là, vous allez la voir, cette photo de... Non, c'est pas ça, le coup d'État. C'est une photo. Je parle de la photo, pas la vidéo. Ça, c'est pour les événements de 66. La photo du coup d'État. OK. La photo du coup d'État, non, pas cette image-là. Il y a une photo où il y a eu la photo du coup d'État. Si vous l'avez, s'il vous plaît, technique. Je vous attends. Je vous ai renvoyé la photo technique. La photo du coup d'État. S'il vous plaît. On donne un peu de temps à la technique pour balancer la photo du coup d'État. Et donc, j'ai eu à vous expliquer l'année dernière comment Eyadema et ses amis, tout ça, ils ont organisé le coup d'État depuis son village jusqu'à arriver à Lomé, le rôle de Bojolé, qui était en fait le chef des mutins, qui leur a permis d'avoir accès à la soute, non, accès à l'armurerie avec ADU et tout ça. Et donc, je ne veux pas peut-être revenir là-dessus. Bon, c'est pas l'aspect qui nous intéresse le plus, mais je veux qu'on passe cette photo-là. Elle va passer tout à l'heure. Sur cette photo, vous allez voir cette photo. C'est quand même une photo célèbre des Poutis. Il y a eu plusieurs photos, mais une photo célèbre des Poutis. J'attends toujours la technique. Voilà, elle arrive. Donc, vous avez de gauche à droite les lieutenants Congo et Alessa. Congo qui était déjà un Saint-Syrien à l'époque, donc c'est quand même un officier de grande valeur. Congo qui était déjà revenu de la France comme Saint-Syrien. Vous avez Alessa, le lieutenant. Après, vous avez le capitaine Dadjo, qui était le plus ancien dans le grade le plus élevé. Vous avez après l'adjudant-chef Bojolé. Vous avez ensuite, c'était le chef des mutins. Vous avez le sergent-chef Eyadema. Vous avez le lieutenant Alidou. Donc voilà, ces gens-là qui ont réclamé ce crime crapuleux au lendemain de l'assassinat du président Sylvanus Olympio le 13 janvier 1963. Le 13 janvier 1963.
Donc, voilà l'image de l'ensemble. C'est pas eux tous, mais bon, Eyadema n'était pas déjà dans l'armée, c'était des demi-soldes, donc eux n'étaient pas dans l'armée, mais les autres, Dadjo, je ne sais pas comment on appelle, Bojolé et tous les autres, là, il y avait beaucoup qui étaient déjà dans l'armée. Et donc, voilà comment ça se passe. Voilà, c'est pas sur YouTube, la photo n'est pas encore arrivée. Voilà comment ça se passe. Je vais partir de cette photo-là pour faire une analyse. Voilà, pour ceux qui sont sur YouTube, vous voyez la photo. Donc, vous voyez donc, le lieutenant Congo, c'est lui qui a le pistolet sur la tempe. Vous avez le lieutenant Alessa, vous avez le capitaine Dadjo, vous avez l'adjudant-chef Bojolé, vous avez le sergent-chef Eyadema, vous avez le lieutenant Alidou et les autres. Donc, voilà cette fameuse photo-là. Et donc, ces gens ils font le coup d'État et bien évidemment avec la France, et on décide de faire appel d'abord à Meachi, qui était au Ghana, qui dirigeait l'Union des démocrates pour le Togo, l'UDPT, je pense, qui était sous la protection de Nkrumah, et je vous ai dit que Nkrumah a toujours créé des problèmes à Sylvanus Olympio. Donc Meachi était sous la protection de Nkrumah, et les Français n'ont pas voulu, parce que Meachi était d'obédience marxiste, beaucoup plus marxiste. Ils n'ont pas voulu qu'il prenne le pouvoir après l'assassinat de Sylvanus Olympio. Donc le chef, comment on appelle ça, l'officier de liaison à l'ambassade, qui s'appelle 12, son nom c'est 12, D2OZE, c'était son nom. Il fait appel à Gruniski, il envoie un télégramme à Gruniski, qui est au Bénin, et il invite à rentrer au Togo pour prendre la tête du pays après l'assassinat. Et vous savez que Gruniski et Sylvanus Olympio ont des liens des alliances de famille. Et bien qu'ils étaient dans les groupes politiques différents, donc le progrès qu'on appelle Konomama, les gens qui n'ont pas été à l'école appelés les autonomies, et les gens qui sont au cuite avec la Juventus qu'on appelait le camp de Ablori. Et donc, lorsque Gruniski revient prendre le pouvoir, vous imaginez le choc parce que Sylvanus venait d'être tué, son corps n'est même pas encore refroidi, que son beau-frère, ou c'est pas son gendre, je ne sais pas lequel est le meilleur en ce moment-là, lequel est le plus adapté. Donc, son gendre revient, ou son beau-frère revient prendre sa place. Vous imaginez le choc. C'est-à-dire, même si on est des adversaires politiques, on est des ennemis politiques, alors que l'un a épousé la sœur de l'autre, quand on tue l'un, l'autre vient et il prend le pouvoir. Vous imaginez le choc que les nationalistes à l'époque ont vécu en voyant Gruniski prendre la tête du pays à la suite de l'assassinat de Sylvanus Olympio. Et à partir de ce moment-là, une fois le deuil passé, à partir de ce moment-là, le seul objectif des nationalistes, c'était d'évincer Gruniski du pouvoir. Et c'est normal. C'était de faire tout pour reprendre leurs choses. Parce que pour eux, c'est comme Gruniski, c'est comme le colonialisme qu'ils ont combattu, la France qu'ils ont combattu est revenue à la tête du pouvoir. Donc, une fois le deuil passé, l'enterrement de Sylvanus, le deuil passé, il y a eu quelques frictions, il y a eu certains qui ont quitté le pays quand on a assassiné Sylvanus. Le reste des cadres du culte, de la Juventus, tout ça, c'est de s'organiser pour reprendre le pouvoir des mains de Gruniski, qui était leur pire ennemi. À l'époque, ils ne se traitaient pas comme adversaires, ils se traitaient comme des ennemis, même s'ils avaient des liens de famille. C'était très violent.
les faits historiques sont là, c'était très violent. Donc, leur objectif, c'était de reprendre le pouvoir des mains de Grunitzky. Alors, ils se sont réorganisés. Entre-temps, il y a des membres qui n'étaient pas dans l'armée. Donc, quand Grunitzky arrive, Grunitzky prend un décret, il intègre Eyadema dans l'armée. De sergent-chef, Eyadema gravit rapidement les échelons. Au point que, dans les années 66, Eyadema devient lieutenant-colonel. Et donc, chef d'état-major de l'armée. Il vient surpasser tous les autres. Donc, les Congos, les Comlans, comment appelle-t-on, les Dadjo, Eyadema vient les supplanter tous. Parce que c'est lui qui a eu le courage de réclamer le crime. Donc, il vient les supplanter tous et il devient rapidement le patron de l'armée. Vous voyez, Meilati était le vice-président de Grunitzky parce que comme la France ne voulait pas de Meilati à la traite, ils ont créé un duo, donc une partie région, une partie du sud, une partie du nord. Donc, ils ont mis un duo qui n'a pas tenu. Donc, Eyadema étant devenu le patron de l'armée, il résidait au camp hérité. Parce que le camp hérité, voilà, merci, le bicéphalisme. Le camp hérité, c'était en fait, à l'assassinat de Sylvain Solinke, c'était un embryon. C'était pas encore une caserne proprement dite, mais c'était là où on logeait les chefs d'état-major de l'armée. Il n'y en avait pas encore en ce moment-là, de manière claire et nette. Donc, Eyadema s'installe là-bas comme résidence du chef d'état-major de l'armée. Le camp hérité. En fait, c'était ça. Et jusqu'à aujourd'hui, le camp hérité abrite toujours, c'est le camp hérité où il y a la résidence des chefs d'état-major de l'armée togolaise. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, vous avez le chef d'état-major général, vous avez le chef d'état-major de l'armée de terre, le chef d'état-major de l'armée de l'air, tous ils habitent là-bas. Donc, c'était le lieu où il y a le chef d'état-major habitait. C'est pour ça qu'il y a en a fait sa résidence. Donc, les nationalistes qui voulaient se débarrasser de leur pire ennemi Grunitzky se débrouillaient pour le mettre en difficulté. Jusqu'aux événements de 66. Et ces nationalistes-là, certains étaient de connivence avec l'armée. Écoutez-moi très bien. Pas tous les nationalistes, certains, ils étaient de connivence avec l'armée. Or, les gens qui sont à la tête de l'armée en ce moment-là, c'est eux qui ont assassiné leur leader, c'est-à-dire Sylvain Solinke. Donc, ils étaient de connivence avec l'armée. Les gars allaient dans le camp là-bas, ils rencontraient Eyadema, et Eyadema les manipulait, leur disait de faire des manifestations, de faire des trucs, tout ça. Et ils faisaient des manifestations. Pour eux, c'était logique. Je serais à leur place que, bon, j'aurais pu réfléchir comme ça. Mais sur le plan éthique, il y a un problème. Donc, ces gens, de temps en temps, il y avait des troubles dans les quartiers. Vous voyez, Lomé était délimité, la ville n'était pas très grande à l'époque. C'était une grande partie de la ville, c'était au bas de la lagune. Donc, toute la zone qui est côtière, elle était plus ou moins cuite. Parce que c'est là-bas où il y avait les plantations et tout, et tout, et tout. Toute la zone côtière était plus ou moins les fiefs des cuites, donc de Kodjevia-Kopé, en passant par le Grand Marché, en allant vers Ablokam et dans le Bé, tout ça, c'était cuite. Et la zone Yekonako un peu, là où il y avait la résidence de Grunitzky, c'était la zone des autonomies. Les gens qui sont des autonomies. Plus, voilà, on l'appelait les quartiers des gens des autonomies. Et donc, il y avait plus ou moins des troubles et tout, et tout, et tout. Jusqu'aux événements de 21 novembre 66. Le 21 novembre 66, la foule, manipulée par, effectivement, les militaires, est rentrée dans les rues et a pris d'assaut les médias. La radio, je pense la radio à l'époque, avec à sa tête Noé Koutoukli, qui était nationaliste. Et à l'époque, les gens qui étaient à la radio, c'était comment appelle-t-on, Boutivi Tevi Titoglela-Kei, c'est lui qui était journaliste à la radio. Et ces troubles-là ont été matés, ces troubles ont mis en difficulté Grunitzky. Écoutez les vidéos de ce qui s'est passé en 66. Technique.
Il y a un deuxième son que j'avais envoyé à la technique où Gruniski parlait. Gruniski réagissait et Adema parlait. Je ne sais pas si vous avez cette vidéo. C'est pas ça. Non. Je vous renvoie ça à la technique. C'est important qu'on passe ce son, s'il vous plaît. Je vous envoie ça. Peut-être que vous ne l'avez pas téléchargé. Un instant, je regarde. Je regarde rapidement. C'est celle-là, technique. C'est celle-ci. S'il vous plaît. Mais je peux la jouer de mon téléphone pour que vous entendez. Mais je vais voir si je peux la jouer. Ce matin, je vous ai informé d'un grave complot contre l'État qui a reçu un commencement d'exécution aux premières heures de la matinée. Les auteurs de ce complot, ce sont ceux des membres de l'unité togolaise à Lomé qui ont refusé la réconciliation et l'union nationale et ne rêvent que de vengeance et de reconquête du pouvoir en dehors du libre jeu de nos institutions. Rien autrement ne justifie les activités subversives et séditieuses qui ont trouvé leur dénouement ce matin. Le pays était calme. Les disputes qui, jadis, déchiraient les familles et les villages ont disparu. La paix règne partout, permettant à nos populations de se consacrer au travail. Voilà ce que n'acceptent pas les ennemis de la réconciliation et de l'union nationale. Très envies des autres partis, ils veulent à tout prix, par la ruse et par la force, ressusciter le gouvernement d'arbiteurs et d'abus que nous avons connu. L'armée gardienne de la nation, dont je vous ai dit ce matin qu'elle restait fidèle à sa mission, à la situation en main et veille. La plupart des meneurs du complot sont arrêtés. Les autres en fuite sont recherchés. Le calme est revenu des midi à Lomé, où seul il a été un peu troublé. Il n'a à aucun moment cessé de régner partout ailleurs dans le pays. Mes chers compatriotes, je vous convie de nouveau à rester calme et à vous serrer les coudes pour le salut de notre pays. 2ATG, abonnez-vous à la chaîne. La position de l'armée laisse la parole au chef d'état-major des forces armées togolaises qui nous la précise. Comme chef d'état-major des forces armées togolaises, le lieutenant-colonel Eyadema, chef d'état-major des forces armées, appelle la population à manifester par son calme et son attitude digne de sa maturité politique. Le président de la République a pris en toute connaissance de cause les mesures pour assurer la paix intérieure. Je convie donc
les Togolais, sans exception, à reprendre le travail immédiatement. Faites confiance à votre armée qui reste et demeure au service du pays. Voilà. Et donc, comme on est en train de faire un peu d'histoire, ce sont des faits, hein? Ce sont des faits historiques. Sans exception, à reprendre le travail immédiatement. Faites confiance à votre armée qui reste et demeure au service du pays. Ce sont des faits. Et donc, ce mouvement, évidemment, Bruniski qualifiait les gens du culte des gens haineux qui voulaient ramener, je sais pas, il les qualifiait comme il voulait parce que bon, il sait que ce sont ses adversaires de toujours qui voulaient le déstabiliser. Et l'armée a fait semblant de s'interposer entre les deux parties, alors que déjà l'armée tirait les ficelles. Et donc, dans la foulée de ces événements, Bruniski a été obligé, plus tard, de démissionner. Et il y a eu ce gouvernement de Dadjo de 3 mois. Et après, Eyadema est venu au pouvoir le 14 avril 1967. D'accord? Quand Eyadema vient au pouvoir, ce sont les gens qui manifestaient avant, certains qui manifestaient avant. Je suis en train de vous décrire un certain nombre de choses pour que vous compreniez d'où on vient et pourquoi c'est plus en plus, pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Parce que cette frange des nationalistes, je ne dirais pas que ils ont réfléchi, ils se sont dit, la seule façon pour nous, je ne vais pas assimiler ça de la trahison, mais la seule façon pour nous de se défaire de notre ennemi de toujours, donc Bruniski, c'est de nous allier avec l'armée. C'est comme ça qu'ils sont allés vers Eyadema. Alors que Eyadema était censé être celui qui avait assassiné leur leader. Vous voyez? Et donc, quand Eyadema vient en 1967, évidemment, les premiers qui vont rentrer dans son gouvernement, il y avait beaucoup qui étaient nationalistes. Vous avez par exemple Théophile Mali, qui lui, on connaissait plus ou moins sa position par rapport à Olympio, même les archives qui ont été déclassées le disent. Vous avez Paulet Ekou, qui était aussi avec, qui est rentré dans le gouvernement, c'était un nationaliste. Vous avez Bengbeni Namale, c'est le père de l'actuel ministre. Je reviendrai sur ça. Bengbeni Namale, qui était au gouvernement. Vous avez, comment appelle-t-on, je pense Pierre Adosama, qui était au gouvernement. Vous avez, qui d'autre encore? Pierre Adosama, vous avez qui d'autre encore? Je ne sais pas si Djoba Boukari était, je pense oui, Djoba Boukari était, parce qu'il revenait de la France, il était de la jeune, il était au ministère de l'économie, tout ça. Et donc, il y a eu une espèce de syncrétisme. Hein? Il y a eu une part qui sont venus des nationalistes et une autre partie qui est venue de quelques autonomies ou progressistes, comme on le dit. Donc, ces gens étaient au gouvernement, se disant que il y avait Mivedor. Et se disant que, bon, comme Eyadema, c'est un analphabète, excusez-moi, entre griffes, et il connaît rien du pouvoir, on va l'entourer, et puis après on va le dégager, et puis on va prendre le pouvoir. Sauf que Eyadema était plus malin qu'eux. C'est ça la réalité. Et donc, ils sont rentrés au gouvernement, mais avant de rentrer au gouvernement, c'est l'armée qui les a manipulés. Il y a un livre, dont je vais vous lire les extraits, vous allez voir. Les gens qui ont fait la campagne pour que les militaires viennent au pouvoir en 63. Vous allez voir. Vous allez voir. Parce que ces faits-là, beaucoup n'en parlent pas souvent. Beaucoup n'en parlent pas pour une raison que je vous expliquerai plus tard. Parce que c'est une partie de l'histoire que les gens n'aiment pas évoquer. C'est pour ça que je l'évoque aujourd'hui. En dehors des Théophile Mali qui ont fait une campagne pour faire venir les militaires, il y avait aussi, je vais vous lire une partie.
On va lire une partie. Voilà. Et le livre de Issaka Touré, Raouf Issaka Touré, El Hadj Abdou Raouf Issaka Touré, il faut le lire, dit ceci. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait une certaine... Lui, il est nationaliste, hein, et il a écrit un livre, vous pouvez trouver ça. Dès le lendemain du premier putsch, s'observait déjà une certaine méfiance entre les deux têtes de l'exécutif. Je venais de le dire. Le président Nicolas Grunitzky et le vice-président Antoine Meati. Cette méfiance se muait de plus en plus en rivalité et en animosité. Et en 1966, chacune des deux personnalités avait déjà formé son clan. Djobo Boukari, tout comme de nombreux jeunes nationalistes, était plus ou moins neutre et se contentait de compter les points dans ce pugilat qui opposait les deux personnalités au sommet de l'État. Par ailleurs, le culte rénové, je vous ai dit que le culte a été rénové pour aller contre Grunitzky. Le culte rénové s'organisait activement afin d'accéder au pouvoir par les élections promises par les militaires dans un futur proche. Donc, quand les militaires ont invincé Grunitzky, ils ont dit qu'ils vont organiser les élections, ce qu'ils n'ont pas fait. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes. En novembre 1966, les militaires prirent contact avec les nationalistes qui étaient à la tête des militaires et Adema, dont Djobo Boukari. Ils en avaient marre des disputes quasi quotidiennes entre les deux têtes de l'exécutif. Il faut quelque chose. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires, c'est là où ils ont été naïfs. Je ne les accuse pas de traîtrise, hein. Ils ont fait preuve de naïveté. Donc ces nationalistes-là. Croyant cette fois-ci être en phase avec les militaires pour sauver le pays de la recolonisation, je vous ai dit tantôt que leur objectif c'était de se défaire de Grunitzky qu'ils considéraient comme la continuité de la France qu'ils ont combattu pendant des années. Et donc, ils pensaient naïvement qu'en s'associant aux militaires, ils allaient mettre fin à cette continuité de la France, donc en limitant Grunitzky. Donc, où est-ce que j'en étais? Voilà. Donc, croyant cette fois être en phase avec les militaires, donc c'est les nationalistes, pour sauver le pays de la recolonisation, les nationalistes organisèrent le 21 novembre 1966 des manifestations sur toute l'étendue du territoire pour exprimer le mécontentement du pays. À la radio, Djobo Boukari harangua la population en thème pour les exhorter à sortir massivement et dénoncer le néocolonialisme rampant. Et quand les militaires firent volte-face, il fut arrêté comme la plupart de ses camarades. Les militaires les ont poussés, mais quand la situation a dégénéré, les militaires ont fait volte-face. Ils ont fait un premier repli et on a arrêté les gens comme les Djobo Boukari. Vous voyez? Et gardé en prison pendant une semaine. Quand il en sortit, une seule alternative lui est offerte. Accepter de devenir ministre ou retourner en prison. Il devint ministre de ce gouvernement éphémère qui dura quelques semaines. Quelques semaines avant le nouveau coup d'État du 13 janvier 1967 qui évinça le président Grunitzky. Donc, il avait le fusil sous la tempe, il a accepté d'être ministre quelques semaines dans le gouvernement de Dadjo avant de démissionner. Le départ du président Grunitzky était interprété par Djobo Boukari et ses camarades comme le gage d'une politique désormais débarrassée du néocolonialisme. C'est pourquoi il n'y eut aucune opposition quant à leur participation au gouvernement issu du second putsch. Ils étaient trois à y entrer et Djobo Boukari accepta le poste des finances et de l'économie. Quand 2 ans plus tard, vous voyez, donc les militaires leur ont dit, oh, nous on va céder le pouvoir. Ils sont rentrés avec les militaires. C'est là où je dis, ils ont fait preuve de naïveté. Quand 2 ans plus tard, ils se sont rendus compte de leur erreur, leur tentative de rectification n'aura eu aucun effet que l'éviction de Djobo Boukari du gouvernement. N'ayant désormais plus d'autres activités que celles de l'OPAT, il s'y investissait entièrement comme lui seul sait le faire, parce que c'est Djobo Boukari qui a créé l'OPAT.